Eh ben, il est 17h05, on va démarrer. D'autres vont se joindre encore également à nous. En tout cas, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition des rendez-vous de l'IFTH, dans lequel aujourd'hui on va traiter un sujet qui est un sujet assez important pour tout le monde, c'est-à-dire la durabilité. Alors ça s'inscrit en effet comme une composante de l'empreinte environnementale. Et pour vous parler de ce sujet-là, j'ai demandé à Antoine de venir nous faire une petite présentation. Bonjour Antoine, tu te présentes peut-être? Bonjour à tous et à toutes. Donc Antoine Le, je suis consultant formateur à l'IFTH et donc c'est moi qui vais intervenir aujourd'hui sur cette thématique de la durabilité. Tu voulais rajouter quelque chose, Laurent ou... Non, c'est bon, c'est à toi. Donc, juste une petite chose peut-être pour le bon fonctionnement. Merci en effet à tout le monde de bien faire attention de couper vos micros. Vous avez le chat qui est ouvert, donc n'hésitez pas à poser dès maintenant les questions directement à travers le chat. On les reprendra par la suite pour pouvoir y répondre. Donc voilà, écoutez, en tout cas, merci encore d'être là. Antoine, tu peux y aller. Ok. Donc, si ça veut bien avancer. Bon, ça commence bien. Donc, un petit sommaire de ce que l'on va voir aujourd'hui. Donc, la durabilité est effectivement un sujet vraiment d'actualité, mais au travers de ce terme-là, je pense que je vais le cadrer et mettre une définition derrière la durabilité, tout du moins pour l'intervention d'aujourd'hui, puisque ça sera quand même assez encadré, et donc on ne parlera pas forcément de la durabilité sous tous les angles. Je ferai un petit point de contexte réglementaire, parce que tout ça, effectivement, la durabilité, on va se rendre compte qu'il y a des réglementations qui existent, et c'est pas toujours très simple de savoir à quel niveau on se situe. Donc, je ferai un petit focus sur réglementation. Alors, la durabilité, on pourra l'aborder sous différents angles. Le premier, alors j'ai mis un ordre un peu arbitraire, il n'y a pas d'ordre d'importance. Le premier, je dirais, le premier angle pour parler de la durabilité concernera l'aspect écomodulation. Donc c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément connu de tous, mais bon, c'est aussi l'objectif de nos rendez-vous mensuels, d'apporter de l'information, et ça, je pense que ça en sera une. L'autre angle pour parler de la durabilité, c'est sous l'angle d'une composante de l'empreinte environnementale. Donc on aura l'occasion de développer un peu cette partie-là, parce qu'elle n'est pas non plus forcément évidente comme ça quand on parle d'empreinte environnementale. Et je vous montrerai un peu dans quel contexte la durabilité peut intervenir dans l'empreinte environnementale. L'autre angle d'attaque, c'est tout simplement de communiquer avec une allégation et une allégation durabilité. Donc ça, je vous montrerai un petit peu quel est le contexte et comment on peut faire pour aller tout simplement sur une allégation durabilité. Et pour terminer, tout du moins dans l'information descendante, puisque à la fin il y aura un échange et on essaiera de répondre à vos questions, mais je vais dans l'information descendante, je parlerai aussi de travaux du bureau de normalisation qui s'appelle le BNITH, le bureau de normalisation des industries textiles habillement, qui traite aussi de la durabilité, mais là sous une approche plutôt norme expérimentale, qui est en train d'être réalisée. Donc elle n'est pas publiée, mais on travaille dessus avec, je dirais, bon nombre d'acteurs de la filière textile habillement. Donc voilà le programme de la journée. Alors, on va commencer par une définition. Aujourd'hui, je vais parler essentiellement de la durabilité physique. Alors, j'ai mis une petite photo pour illustrer tout ça. J'ai pris un col de chemise qui a été utilisé et vous vous rendez compte que sur ce col, il y a des trous qui apparaissent à ce niveau-là. Alors, c'est des trous qui sont liés effectivement à l'usage, peut-être aussi l'entretien, et qui, à un moment donné, vont générer, vont être appréciés, évalués et vont potentiellement conduire à la fin de vie du produit. Il y a une deuxième
deuxième facteur, je dirais, de vieillissement qui apparaît également sur la photo. Vous voyez ici un tissu, je dirais en réalité c'est des tissus imprimés, et le tissu bleu clair, en réalité, il est venu beaucoup plus clair dans la partie haute. Donc ça peut être aussi l'objet d'une fin de vie du produit. Donc, au travers de cette photo, vous avez bien compris que, comme je parlais de durée de vie des articles textiles d'habillement, c'est bien pendant leur durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible au cours d'activités diverses. Bien sûr, si je fais du sport ou si je suis assis derrière un bureau, on n'aura pas la même activité. Tout ça, sont des facteurs qui auront effectivement une incidence. Un point également important à prendre en considération, je ne prends pas en compte l'aspect émotionnel lié par exemple au design, lié à la mode, et je ne prends pas également en compte dans mon intervention d'aujourd'hui l'aspect seconde vie. Donc si un produit trouve un autre usage ou une seconde utilisation, je n'intègre pas du tout ces aspects-là dans la durabilité physique. Alors, sur le contexte réglementaire, bon nombre d'entre vous avaient entendu parler donc, de la loi AGEC, qui date maintenant de 2020, qui a pour objectif d'instaurer un affichage environnemental à destination des consommateurs. Et donc, bien sûr, tout ça, c'est pour sensibiliser les consommateurs, mais aussi la filière, sur les impacts environnementaux des articles textiles d'habillement, sur l'ensemble du cycle de vie. Il existe également des travaux au niveau européen, donc c'est là où c'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qui est important, est-ce qu'il faut intégrer les travaux français, les travaux européens. Donc les travaux européens qui eux sont peut-être un peu moins avancés que la loi AGEC au niveau français. Il existe effectivement des travaux sur l'empreinte environnementale des produits qui s'appellent le PEF. Et le PEF, donc, c'est pour Product Environmental Footprint. Et ces travaux mettent en avant qu'il est vraiment nécessaire de prendre en compte dans le cycle de vie d'un article textile sa durabilité. Donc ça ne sera qu'une composante, bien sûr, mais il est nécessaire effectivement d'intégrer la durabilité. Donc l'idée n'est pas forcément de faire, je dirais, un panorama de l'ensemble de la réglementation, mais c'était juste pour mettre le cadre et comprendre un petit peu, quand je vais développer derrière, eh bien ce à quoi on se raccroche et on se rapporte. Alors, le premier angle que j'ai évoqué, concernant la durabilité, c'est au travers des barèmes d'éco-modulation. Alors vous voyez un peu en travers sur la présentation le logo de l'éco-organisme qui gère, qui concerne la filière textile, linge de maison et chaussures, qui s'appelle Refashion. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc depuis 2007, c'est pas très récent, il y a une loi qui concerne, je dirais, le principe de responsabilité élargie du producteur, les filières REP, et donc textile, linge de maison et chaussures sont effectivement concernés. Et elle exige d'eux de pouvoir ou de contribuer à la gestion des déchets des articles mis sur le marché pour les consommateurs. Alors, sans forcément aller énumérer tous les articles, il y a un des articles qui indique que les contributions financières par les producteurs sont modulées lorsque cela est possible. Et une des thématiques qui permet cette éco-modulation, c'est la durabilité. C'est celui qui apparaît un peu en gras dans la liste. Au même titre qu'il y a des barèmes d'éco-modulation sur l'utilisation donc de matières recyclées post-consommation ou post-production. Alors, ces barèmes éco-modulés, c'est quoi? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe, je dirais, une écotaxe finalement. Vous avez le barème qui est indiqué là, le petit rectangle marron, qui vous donne un peu, je dirais, le niveau de taxe finalement, qui très souvent est répertorié en
très petites pièces, moyennes pièces et grosses pièces, hein, avec un montant voilà, qui est estimé par pièce de textile. Alors, comment ça fonctionne, je dirais, ces barèmes d'éco-modulation? Ici, j'ai pris un exemple qui concerne les pulls. Alors, sur les pulls, vous allez avoir effectivement une thématique environnementale qui est bien la durabilité. Donc ça, c'était vraiment général, comme on aurait pu avoir une thématique environnementale qui serait l'utilisation de matières recyclées. Donc là, on est bien sur la durabilité au travers de l'éco-modulation. Le mécanisme, donc il y a un mécanisme qui est mis en place. Hein. Alors, dans l'idée, c'est d'avoir peut-être du bonus, du malus. Aujourd'hui, à ma connaissance, on applique, je dirais, éventuellement des bonus. Hein. Et donc, ce bonus aura une certaine ampleur. Et donc là, par exemple, l'ampleur, c'est 50% dans le cas donc, du pull sur les barèmes qui sont annoncés là, ici. Donc, quand vous avez 0,002 centimes, euros, pardon, c'est 50% de ça qui va permettre d'éco-moduler. Ensuite, vous allez avoir effectivement une typologie de produits concernés. Donc là, j'ai pris le cas du pull. Mais vous pouvez avoir des sous-vêtements, vous pouvez avoir des t-shirts, des chaussettes. Donc, il y a un certain nombre de produits qui sont éligibles. Et là, si vous voulez avancer, j'irai sur ce domaine-là. Je vous ai mis le lien en bas qui concerne, je dirais, l'accès au site de Refashion hein, pour les barèmes qui sont éco-modulés. Alors, à partir de ces barèmes, vous avez aussi une méthodologie d'évaluation avec des seuils d'éligibilité. Alors, pour faire simple, hein, ça paraît très compliqué tout ça. En réalité, vous avez donc des critères qui sont définis. Là, dans le cas du pull, par exemple, je dirais il y a un critère qui est la stabilité dimensionnelle. Donc, ceux-là, ils sont fixés, hein, ils sont définis, ils sont accessibles. Et sur la variation dimensionnelle, on a un seuil qui est inférieur à 5% pour les articles textiles, donc, qui sont des pulls. Il y a un deuxième critère qui concerne le boulochage. Tout ça, bien sûr, avec des méthodes d'essai qui sont généralement identifiées, normalisées, dans la mesure du possible. Là, j'ai mis les exemples, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail des méthodes. Alors, comment ça fonctionne? À partir du moment où un metteur sur le marché, un metteur en marché veut faire appel à l'éco-modulation, il va devoir démontrer qu'il répond aux critères d'éco-modulation. Et donc, dans ce cas-là, la preuve à apporter dans le cas donc, du critère durabilité, hein, il va effectivement devoir justifier par des rapports d'essai, des rapports de test sur les critères qui sont définis précédemment. Voilà. Bien sûr, tout ça, c'est encadré. L'organisme, l'éco-organisme qui gère tout ça va demander des pièces justificatives, peut faire éventuellement des audits, etc. Petite précision, il y a des règles d'application et l'éco-modulation, comme il peut y avoir différentes thématiques, elles ne sont pas cumulables. Hein. Donc, si vous vous engagez dans l'éco-modulation durabilité, vous ne pouvez pas jouer également sur l'éco-modulation matière recyclée. Voilà, il faudra faire un choix à un moment donné. Donc, si on change, je dirais, d'angle pour la durabilité, après donc l'éco-modulation, on peut avoir besoin de la durabilité aussi dans le contexte empreinte environnementale. Alors là, j'ai repris un peu le contexte réglementaire finalement. Hein. Vous avez le contexte français avec la loi AGEC. Et puis, vous avez à côté la deuxième colonne, la troisième colonne, la plus à droite, vous avez le contexte européen avec l'empreinte environnementale et le PF. Donc, au niveau français, il y a un référentiel habillement, chaussures qui existe. Hein. Il y a une base de données qui est aussi accessible, qui s'appelle la base Impact. Hein. Vous allez voir que là, je dirais tout ça, ce qui est important, c'est d'avoir de la data, d'avoir des données. Et à un moment donné, effectivement, il va falloir collecter. Quand il y a une base existante, je dirais, ça peut effectivement apporter des choses, mais il faut aussi les faire vivre et apporter donc des données complémentaires. L'idée de la loi AGEC, hein, tout du moins, c'est d'arriver à un affichage environnemental et de communiquer avec une note A, B, C, D et E. Voilà. Concernant, je dirais, l'approche européenne, il n'y a pas encore de disposition réglementaire.
Le référentiel, il est en cours, on va dire, d'écriture, et donc on en est à l'état de draft finalement, avec des évolutions qui arrivent au fil de l'eau, et donc c'est le PFTR. Les bases de données, eh ben, elles sont à constituer, hein, et donc aujourd'hui, effectivement, on en est à un stade où il y a donc des études de cas, ce qu'on appelle des supporting studies, pour effectivement apporter, gérer de la data, des données, pour effectivement aller à ce référentiel. Sur le PEF, il n'y aura pas de note finale, mais plutôt un calcul de note pondérée. Alors, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, la composante en tant qu'empreinte environnementale, du moins pour la durabilité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à un moment donné, il va être nécessaire d'avoir une notion de durée de service standard pour des familles de produits bien définis. Ce que j'appelle une famille de produits bien définis, par exemple, ça va être un t-shirt, ça va être du pantalon, ça va être des sous-vêtements. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du PEF, il existe déjà une proposition de catégorie de produits. En réalité, il y en a 13. Si j'exclus les 3 qui concernent la chaussure, donc il en reste 10 au niveau du textile habillement. Donc dans cette notion de durée de service, j'ai pris un exemple. Il faut bien avoir à l'esprit que tout ça, c'est tiré finalement d'études, de la veille. Hein, donc il faut bien partir d'une base, et je précise, on est bien dans un contexte de projet. L'idée étant d'avoir effectivement des données, un contexte réglementaire figé pour la fin 2022. C'est la petite bulle qui est là. Voilà. Donc, j'ai pris un exemple, l'exemple d'une chemise, où on part sur une base aujourd'hui, donc c'est un draft, hein, c'est tiré de la veille, de 40 utilisations pour une chemise. Ça, c'est la durée de service standard. Si je prends un t-shirt, la valeur sera potentiellement différente. Et il existe aussi une deuxième donnée qui est importante, et vous allez voir pour le calcul de l'empreinte environnementale, hein, qui est le nombre de portées avant de laver. Et dans le cas d'une chemise, aujourd'hui, il est évalué à 2 portées. Si je prends un sous-vêtement, il sera certainement, je dirais, d'un portée. Donc ça, je dirais, cette notion de durée standard est importante, et pour effectivement rentrer dans la composante durabilité, il va être effectivement nécessaire de définir des tests et des seuils par catégorie de produits. Donc vous avez ici un tableau sur la droite qui reprend un peu la méthodologie qui est prévue au niveau donc, du PEF. Hein. Donc il y a trois catégories, enfin trois niveaux. Il y a un premier niveau qui concerne, je dirais, des tests pré-qualification. En réalité, ça, c'est tout simplement des cahiers des charges standards textiles qui définissent un niveau de qualité que vous avez, je dirais, en général, dans votre façon de travailler. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous n'atteignez pas ces tests prérequis, aujourd'hui, vous allez être pénalisé. C'est-à-dire qu'en termes de durabilité, vous allez vous retrouver avec un coefficient 0,8. Ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est qu'en fonction de votre positionnement ici, vous allez avoir des coefficients qui vont pénaliser ou des coefficients qui vont apporter du bonus en termes de durabilité. Donc, si vous n'atteignez pas ces critères-là, vous allez vous retrouver avec, je dirais, moins de 40 utilisations. Hein. C'est 40 fois 0,8. Si vous atteignez les prérequis, vous êtes tout simplement au niveau de la durée standard de 40. Hein. Vous avez un coefficient de 1. Là où ça devient intéressant pour la durabilité, c'est si vous répondez de façon positive aux tests de performance. Donc là, c'est juste des exemples, hein. C'est juste des pistes, hein. Ce n'est pas les critères, je dirais, définis par catégorie de produits. Hein. Ce n'est juste que des exemples pour vous orienter sur ce que ça pourrait être. Et puis, vous avez un troisième niveau qui est l'intégrité du vêtement.
Donc là, les performances matières, on est plus sur les matériaux qui vont composer votre vêtement. Et là, on va effectivement aussi faire des choses en termes de durabilité sur le vêtement proprement dit. Si vous répondez, je dirais, si là vous êtes bien placé, on va voir, j'ai un exemple par la suite, hein, bah, du coup, vous allez augmenter votre coefficient multiplicateur entre un 10, un 18, un 25, en fonction de votre positionnement ici. Est-ce que vous êtes entre 25 et 50% des points, entre 50 et 80, ou au-delà de 80% des points apportés par, effectivement, ces deux niveaux qui sont là. Je pense que le plus simple est de prendre l'exemple. Un exemple qui est là, c'est un tableau où vous retrouvez justement les trois niveaux, donc les tests pré-qualification, les tests de performance et l'intégrité du vêtement. Donc là, ici, je ne reviens pas sur la préqualification. Elle n'apporte pas de points. Hein. Donc, il n'y aura pas de bonus. Au pire, elle risque d'apporter du malus. Si, par exemple, sur un test de performance, alors là, j'ai pris un exemple d'un article en chaîne de trame, par exemple une chemise, hein, où j'étais un peu plus précis sur les tests, où potentiellement, vous aurez peut-être de l'abrasion, de la déchirure, de la résistance à la traction. J'ai pas mis les normes. Voilà, ici, on retrouve tout simplement, généralement, les référentiels normés, hein, internationaux, s'ils existent. Et vous allez avoir ici le poids du test par rapport, je dirais, effectivement, à son importance. Et donc, il y a aussi une subtilité, c'est que vous avez trois niveaux potentiels. Vous avez le niveau basique, le niveau modéré et le niveau ambitieux. Sachant que ces niveaux sont généralement basés sur un nombre d'entretiens. Alors très souvent, c'est clair, ça sera du lavage, mais si ce n'est pas lavage, ça sera d'autres entretiens. Et donc, le basique, c'est 10 cycles d'entretien. Le modéré, c'est 30. Et l'ambitieux, c'est 60 cycles d'entretien. Et donc, si on s'amuse à regarder ligne par ligne le nombre de points obtenus, ou pourcentage de points obtenus, alors je vais juste faire un petit exemple, hein, l'abrasion qui compte pour 20% de la note, 10 points, donc ça va vous apporter 2 points. Si je prends la déchirure, que vous êtes positionné effectivement sur le critère ambitieux, 15 points, et qu'elle contribue à 15% des points, donc vous avez 2,25 points. Donc si on fait ce petit calcul à chaque fois, là, potentiellement, donc vous répondez à 67% des points obtenus. Et si on fait le 67%, eh ben, le coefficient, je dirais, multiplicateur sera 1,18. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans le meilleur des cas, si vous avez un pourcentage de points obtenus au-delà de 80%, votre coefficient multiplicateur sera de 1,25 pour la durabilité. Pour que vous compreniez correctement à quoi sert ce coefficient multiplicateur, j'ai fait une petite présentation où je pars du cas de la chemise, durée de vie standard 40 utilisations, 2 utilisations entre chaque lavage. Ça, c'est les données de base tirées en gros d'études ou de la veille qui est aujourd'hui dans le projet donc, du PEF. J'ai mis 2 scénarios. Le premier, où on a un coefficient multiplicateur qui est 1, bah, ça fait tout simplement 40 utilisations, il n'y a rien qui change. Hein. Donc pour mémoire, facteur multiplicateur à 1, ça correspond juste aux exigences des prérequis, enfin des préqualifications. Dans l'application, donc le second scénario, vous atteignez effectivement 80% donc, des points. Le facteur multiplicateur, c'est 1,25, donc c'est vraiment le maximum. Et ce que j'ai tout simplement fait, on fait 40 utilisations fois 1,25. Et tout ça, je dirais, derrière, on va les exploiter par rapport à l'empreinte environnementale. C'est juste un petit calcul. Hein. On ne va pas rentrer dans le détail du calcul, je dirais, de la quantité de CO2, je dirais, équivalent. Mais il y a aussi des données qui existent dans le PEF. Hein. Là, on sait, en termes de données, que l'impact matière, fabrication, distribution, c'est 45 kg de CO2. L'usage, on sait, en termes de données aujourd'hui existantes, c'est 10 kg de CO2 par lavage. Et puis, fin de vie, 0,8. Donc, en prenant toutes ces données-là, on les applique au nombre à la durée de service, qui est de 40, divisé par 2, parce qu'il y a 2 portées avant un lavage, fois 10, c'est parce que je dirais c'est les 10 kg de CO2, plus 45, ça c'est l'impact, je dirais,
matière, fabrication, distribution, plus 0,8. J'arrive à 245,8. Ça, c'est l'empreinte environnementale de votre chemise avec 40 utilisations. Ce qui fait, je dirais, un impact par jour de portée de 6,1 kg CO2. Si on applique le même calcul avec le coefficient de 1,25, eh ben, l'impact journalier de portée, il est de 5,9 kg CO2. Voilà. Donc voilà un petit peu l'importance de la durabilité. Hein. Elle va rentrer effectivement comme une composante dans l'empreinte environnementale. Alors, le troisième volet va être un peu plus rapide, puisque je vais aborder là sous la forme d'allégations. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que vous pouvez communiquer avec des allégations, c'est-à-dire que vous allez annoncer, lorsque vous allez mettre sur le marché des performances, des propriétés de vos produits. Ça, il faut faire attention parce que c'est encadré. Réglementairement, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi et il va falloir prouver, démontrer que votre allégation est bien fondée. Alors, j'en ai profité pour remettre une norme expérimentale française, XP G00011, qui concerne les textiles et produits textiles et qui traite des allégations. J'en ai fait juste un petit extrait parce que je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça pouvait correspondre, et l'extrait que j'en ai fait est justement sur la durabilité. Donc, je vais prendre par exemple des cas qu'il faut à tout prix ne pas utiliser. S'il vous vient à l'idée de dire j'ai un article textile ou un t-shirt indestructible ou inusable, ça c'est pas bon. Vous pouvez pas communiquer avec ces allégations-là. Par contre, je dirais vous pouvez communiquer avec, bon, ça n'est que des exemples, hein, mais par exemple conçu pour durer 50 cycles d'entretien, talons et pointes renforcés dans le cas d'une chaussette. Et donc là, je pense qu'effectivement, IFTH peut être force de proposition et vous aider, vous apporter, je dirais, de l'accompagnement sur comment aborder cette durabilité. Et on a effectivement un produit qui s'appelle Testé et Approuvé by IFTH. Et là, l'idée, c'est effectivement de vous aider à concevoir le cahier des charges, c'est-à-dire quand on parle de durabilité, qu'est-ce qu'on met dedans, comment on le prouve, quels tests on fait. Et là, dans le cas de la durabilité, vous pouvez communiquer avec ce logo sur vos produits, dans la mesure où effectivement ça répond au cahier des charges qui a été défini, et puis du coup ça vous apporte la preuve, puisqu'à partir du moment où vous avez un cahier des charges qui est défini, qui traite de la durabilité, que les tests sont réalisés et que ces tests répondent au cahier des charges, vous pouvez communiquer clairement avec cette allégation. Donc ça, c'était effectivement voilà, une approche assez simplifiée de communication sur la durabilité, tout simplement l'allégation. Alors, vous avez remarqué que la durabilité, on la retrouve dans sous différents axes, dans différentes approches. Une approche d'éco-modulation, une approche d'empreinte environnementale, une approche de communication avec des allégations. Et du coup, tout ça, c'est pas très simple pour s'y retrouver. Et le bureau de normalisation, donc le BNITH, le bureau de normalisation de l'industrie textile et habillement, sur la demande d'ailleurs de la profession, est en train de travailler sur une norme expérimentale qui aujourd'hui, alors vous ne la trouverez pas, mais ça sera quelque chose comme XP G30-113 quelque chose, qui est un document qui est en train de se mettre en forme, qui sera là pour apporter les principes généraux, mettre le cadre méthodologique d'évaluation de la durabilité. Donc ça sera un outil justement qui va vous permettre d'avancer et de structurer comment aborder la durabilité. Alors, vous allez retrouver effectivement dans ce document les catégories de produits. Quand j'ai parlé d'une chemise ou d'un t-shirt par exemple, les causes de fin de vie. C'est vrai que dans les causes de fin de vie, vous avez effectivement qu'est-ce qui fait que le produit ne sera plus utilisé. Est-ce que c'est parce qu'il y a un trou? Est-ce qu'il est déchiré? Est-ce qu'il est trop petit?
Est-ce qu'il est déformé? Donc tout ça derrière, il faut bien identifier pourquoi le produit ne sera plus utilisé. Et donc derrière, là où c'est assez compliqué, c'est comment on évalue, comment on transforme cette cause de fin de vie en évaluation technique et en évaluation du rythme. Voilà. Et puis après, effectivement, l'idée, ça sera de communiquer, et donc le marquage, comment je communique avec cette durabilité, au travers donc, de cette méthodologie. Donc voilà un petit peu les différents points que j'avais prévu d'évoquer. J'ai tenu à peu près les 20-25 minutes. Je pense que je ne vois pas le chat. Donc Laurent, je te donne la main. J'ai les questions, donc merci Antoine. Et on va tout de suite passer aux questions, n'hésitez pas. Donc, je commence par la première. Une question d'Alessandra qui nous demande qui décide des barèmes éco-modulés? Ça, c'est la première question. Antoine? Alors, c'est Refashion. Peut-être que dans l'assistance, s'il y a des personnes de chez Refashion, si elles sont prêtes à répondre, ça sera peut-être plus simple. Sinon, je peux répondre. Alors, la deuxième question, avant que tu répondes, du coup, il s'applique aux produits finis seulement actuellement. Comment mettre en valeur les tests faits sur les matières? Ouais. Donc, apparemment, Refashion ne serait pas là. Ouais. Alors, je vais répondre à la première question. C'est Refashion qui définit les barèmes généralement de façon annuelle. Tout ça se fait, je dirais, c'est une déclaration qui se fait sur l'année N-1. Donc, en 2021, vous déclarez ce que vous avez fait en 2020. Les barèmes sont définis, il me semble, je dirais, annuellement. Tous les produits textiles, enfin tous les vêtements ou tous les articles textiles, puisque ça n'est pas que des vêtements, il y a aussi du linge de maison et de la chaussure. Il y a une tendance à élargir effectivement ces barèmes éco-modulés, et tout ça se travaille au niveau de chez Refashion. Et là, on pourra effectivement renvoyer, de toute façon, il y a le lien pour renvoyer vers Refashion. Très bien, merci. Donc, une question sur la présentation. Est-ce qu'elle est oui, la présentation, pour la première fois, on la enregistre. On vous la mettra à disposition par la suite sous la forme d'une vidéo. C'est un premier essai. J'espère que les outils qu'on a mis en place fonctionnent bien correctement. Sinon, de toute manière, comme d'habitude, on vous l'enverra par email sous forme PowerPoint. Ensuite, je vais essayer de répondre à la question, la deuxième à laquelle je n'ai pas répondu, qui était en gros comment on fait pour travailler sur les matières. Effectivement, j'ai passé pas mal de temps sur l'empreinte environnementale, donc l'affichage environnemental ou l'empreinte environnementale, et les familles de produits qui sont désignées aujourd'hui, il y en a 13, c'est essentiellement donc des vêtements et des chaussures. Donc c'est vrai que pour communiquer sur les matières, donc je sais pas, quand je pense matière, c'est fournisseur de tissu, par exemple un tissu. Vous pouvez travailler, je dirais, et communiquer sur l'impact environnemental de votre fabrication de tissu, mais on n'est effectivement pas sur la matière finie. Après, vous pouvez aussi communiquer avec les allégations. Voilà. Donc on peut aussi travailler sur ça. Alors, une question de Tectera. Quid de la réalisation des tests? Dans l'exemple, il faudrait faire un test de 20 lavages, mais les laboratoires ne sont pas forcément ouverts à réaliser autant de lavages pour un produit, et surtout, le coût devient important pour l'entreprise. Oui, alors là, on rentre, je dirais, dans une dimension éco-conception, je dirais, du produit. Donc, c'est clair, dans le futur, c'est une approche. C'est pour ça, je dirais, qu'on a travaillé aussi au niveau du BNITH. C'est une méthodologie pour essayer de donner des préconisations. Ça n'est juste des préconisations pour s'organiser et tout ça. Alors, économiquement, bien sûr, ça va avoir un impact. L'organisation dans la filière, c'est aussi, je dirais, très, très impactant, puisque il va falloir passer un peu de temps pour avoir les résultats des tests. Donc tout ça, effectivement, là, il faut bien prendre conscience qu'il va falloir s'organiser pour effectivement essayer de rentrer dans ce fonctionnement-là.
Antoine, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que quand même beaucoup, vous pouvez peut-être même témoigner, mais beaucoup d'entre vous, je pense, devez faire des tests de lavage, vous assurer en effet que vos produits, ils ont quand même, ils se comportent naturellement après X lavage. Je pense que c'est des essais que les industriels font déjà naturellement quand même. Peut-être pas tous, mais pour quelques-uns. C'est des choses qui se font. Hein. Je ne peux pas communiquer dessus, mais il y a des marques et des entités qui effectivement font des tests et vont effectivement au-delà des 60 hein, que j'ai pu marquer à un moment donné ou indiquer à un moment donné. Mais il faut en avoir conscience. Hein. Donc c'est pas le jour, c'est pas quand on sera en 2022 hein, ou en 2023, en janvier 2023, qu'il va faire dire oh mince, comment je fais pour intégrer la durabilité dans mon empreinte environnementale. Ouais, on peut ajouter aussi sur le fait quand même que c'est quand même des critères de qualité quand même qui sont importants à ce jour et que ça soit intégré dans ce bilan, c'est pas forcément quelque chose d'inintéressant. Gaël qui nous pose la question, pourquoi le test de glissement des fils est un test prérequis pour la qualification? Est-ce plus important que le peeling ou l'abrasion? Alors, faut pas trop regarder le slide, hein, je vais revenir dessus. Pardon, le temps de le remettre, je pense que c'est celui-là. Hein. Ça, il faut pas regarder en détail. Hein. C'est juste c'était pour donner des orientations. Hein. C'est pas, on va pas forcément aller faire le peeling sur, je dirais, sur du pull ou sur, je dirais, un t-shirt. Hein. C'était juste pour donner un peu des ordres d'idées sur la typologie des tests qui pouvaient concerner les trois niveaux. Hein. Donc, faut pas prendre ça comme étant le cahier des charges de la référence. Je le prendrai plus dans l'exemple. L'exemple qui est là est un peu plus, je dirais, voilà, un peu plus précis. Une question d'Emmanuel, est-ce que l'écart est suffisamment significatif entre 5.9 et 6.1 pour ambitionner d'atteindre 50 utilisations et non pas se contenter de 40? Là, je dirais, on est sur un article. Hein. On se rend compte aussi au passage que ce qui est très impactant, c'est l'entretien. Hein. Voilà. Bon. C'est vrai que la durabilité, alors là, c'est un peu peut-être aussi le combat au niveau du PEF, hein, comme je reviens un petit peu sur ça. Aujourd'hui, ben justement, le référentiel, il est en train de se créer. Hein. Donc, il y a un premier draft et il est nécessaire d'acquérir de la donnée, hein, de la data. Et aujourd'hui, ben, c'est clair que c'est des choses qu'il faut travailler. Et on vous engage effectivement à travailler sur ça pour voir effectivement si l'approche durabilité est assez correctement, je dirais, pondérée. Parce qu'effectivement, dans mon exemple, ça paraît un peu décevant. J'en profite peut-être, en effet, hein, il y a peut-être un appel, Antoine. On attend, je dirais, vous pouvez être acteur, bien évidemment, dans toutes ces démarches-là. Que ce soit avec les bureaux de normalisation, à propos des réunions, des groupes de travail. Alors, je ne sais pas où ça en est au niveau des groupes de travail, Antoine, mais tout le monde est attendu. Ouais, sur le BNITH, hein, donc il y a un certain nombre d'acteurs, hein, metteurs en marché ou producteurs. Et donc, on est en train de regarder pour effectivement travailler sur la caractérisation, donc faire des tests hein, sur la base du projet pour essayer de voir la pertinence hein, déjà des seuils, etc. Et donc là, on essaie de trouver un peu pour monter une étude, mais sachant qu'on a quand même relativement peu de temps. Donc s'il y a effectivement des sociétés qui sont attirées, voilà. Ils peuvent reprendre contact avec nous et voir un peu comment on peut les intégrer dans un contexte, je dirais, d'études dans ce cadre-là. Ok. Une question de TCB. Donc, si une enseigne prouve une durée double à un concurrent, pourquoi ne pas appliquer un coefficient de 2? Ouais, je pense que c'en est fait. Vas-y, tu avais un peu répondu. Ouais, là, les règles du jeu, elles sont en train d'être écrites. Hein. Donc voilà, c'est ça qui se joue aujourd'hui. Hein. Donc, c'est pas parce que les réseaux sont meilleurs que vous aurez un coefficient de 2. Par contre, il y a quand même une chose qui est importante, c'est que vous pouvez quand même communiquer sur votre allégation en disant en effet que et utiliser en effet à des fins marketing des outils sur les allégations, sur la performance de vos produits et la durabilité de vos produits. Ça n'empêche pas. Il y a deux choses différentes. Hein. C'est ce qu'on a essayé de vous montrer aujourd'hui. Hein. Par exemple, sur cet aspect-là, vous pouvez en effet revendiquer votre allégation en disant que votre produit il est plus durable et à ce titre-là, en effet,
vous pouvez avoir une communication, je dirais, agressive en termes de marketing par rapport à vos produits. Et beaucoup plus ciblé. Et beaucoup plus ciblé, en effet. Alors, toujours, on est dans le cas des lavages, hein, des essais qui se font pour beaucoup de marques, mais pas forcément jusqu'à 20 lavages. Oui, on est bien d'accord, hein. Je dirais, il y a des cahiers des charges qui se font aussi en fonction des marques, hein. Il y a des marques qui vont avoir des référentiels, des cahiers des charges qui sont plus ou moins importants. Est-ce que les tests réalisés en interne, sans passer par un labo accrédité, seront acceptés? Question des manuels. Alors, ça dépend, je dirais, dans quel contexte on est, hein, parce qu'on a des situations différentes. Au niveau du PEP, je crois que c'est encore trop tôt, les règles du jeu ne doivent pas être définies puisque le référentiel n'existe pas. Au niveau de l'éco-modulation, les règles du jeu, me semble, sont définies. Faudrait aller voir en détail. Je suis pas le spécialiste, hein, je suis pas refashion, hein, mais il me semble qu'il y a des données qui peuvent être prises en compte, hein. Et puis dans le cas des allégations, là, je dirais, on peut être beaucoup plus précis puisque c'est une approche, je dirais, IFTH, hein. Les tests seront réalisés par IFTH sur la base d'un cahier des charges qu'on aura défini et validé ensemble. Donc, oui, tout à fait. Alors, merci. Donc, Gaëlle, bon, merci pour le retour. En effet, comment faire partie de ces groupes de travail? Écoutez, vous pouvez revenir directement nous contacter. On vous donnera les liens et par la suite, à moins qu'il y ait des choses qu'on peut déjà communiquer, directement des liens d'action. Mais après, il y a... Sinon, le plus simple, c'est de nous envoyer un petit mail en retour et on fera passer les informations qui vont bien. Toujours un élément d'un point de vue juridique, n'a-t-on pas besoin de la validation de la marque pour une communication de ce genre, produit plus durable qu'une autre marque? Là, je dirais, on n'est pas forcément en train de faire du lobbying d'une marque par rapport à une autre, hein. On est toujours plus durable qu'en général. Donc oui, il faut faire attention en termes de communication à ce qu'on communique et de la manière dont on communique à partir du moment où on veut faire en effet du comparatif. Nous, ce qu'on essaye de positionner, c'est un référentiel qui est, comment dirais-je, de qualité, et on va pouvoir communiquer à travers ce référentiel de qualité. Alors, De Tessier qui nous donne des coordonnées de l'ADEME pour... Merci. Et puis, en remerciement, voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, j'essaie de les lire. Eh bien, écoutez, alors ce que je vais faire aussi, en attendant peut-être que d'autres questions puissent arriver, on a réfléchi à un prochain thème, donc n'hésitez pas en tout état de cause à nous envoyer des mails, hein, si vous voulez qu'on avance sur ces sujets-là, et si vous voulez avancer et que vous voulez avoir un accompagnement ou de l'information supplémentaire, hein, n'hésitez pas à revenir vers nous, avec plaisir on vous recontactera. On cherchait un nouveau thème pour le mois prochain. On a envisagé de travailler en effet sur le Made in France, les labels qui existent, et peut-être pourquoi pas de vous faire une présentation du label France Terre Textile, qui est aujourd'hui assez développé. Donc je vais vous lancer un petit formulaire. N'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt favorable ou pas à ce sujet-là. Donc j'espère que ça va marcher, parce que c'est pareil, c'est une nouveauté. On essaie d'innover en ce moment aussi avec ces outils. Donc je vais démarrer le sondage, donc n'hésitez pas à répondre pour savoir en effet si on avance sur ce sujet-là ou si au contraire ça ne vous intéresse pas. Donc merci de vos retours. Et donc vous avez le formulaire qui a dû arriver. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Merci d'être toujours là aussi nombreux. Si vous n'avez plus de questions, je vous propose de vous retrouver dans un petit mois maintenant, pour le prochain jeudi de l'IFTH au mois de juillet. Et, merci à tous. Merci à tous. Merci Antoine.